deuxième partie de notre visite de la distillerie des Hautes-Terres. On est à Neussargues, on est dans la distillerie, et là, on est dans les chais. On a retrouvé François, il fait un peu plus chaud que sur le champ tout à l'heure, et on est dans les chais de la distillerie des Hautes-Terres. C'est ici où vieillit le Murat, le rail, tout ce qui effectivement nous fait plaisir. Alors, j'ai quelques questions à poser aussi à François sur l'élevage de ce whisky. Du coup, François, vous me disiez que vous distillez, vous élevez, vous assemblez vous-même vos whiskies. Pouvez-vous me raconter une étape où vous avez changé vos plans parce que c'était pas tout à fait comme prévu à un moment? Oui. Alors, la première chose où on a eu des surprises, c'est sur toutes les barriques qui font des finishes. On a pris un fût de Pedro Jiménez. Oui. Mais apparemment c'était un fût qui avait pas eu de chance, mais on n'a pas vraiment été emballé, et puis on s'est aussi posé la question sur les finishes, et en fait on s'est rendu compte que qu'on n'aime pas ça. Le sherry, le Pedro Jiménez. Non, le finish en général, le concept d'un finish un peu Ouais. forcé, et en fait en goûtant nos barriques, puisqu'on Oui. goûte très régulièrement, on s'est rendu compte que finalement il y avait c'est comme s'il y avait un potentiel par barrique. D'accord. Et qu'il fallait pas aller au-delà. Oui. Et finalement, donc on goûte tous les 2-3 mois, et avec Greta, ma compagne, qui était sommelière, qui est en charge des recettes et aussi de l'élevage. D'accord. On est parti sur une méthode qui est, en fait, on fait des élevages relativement dynamiques. On goûte tous les 2-3 mois. Ok. Et en général, elle me fait changer 1 ou 2 barriques de place. Donc au départ, je pensais que c'était parce que une punition, parce que j'avais pas fait la vaisselle ou des trucs D'accord, comme ça. d'accord. Et je me dis, mais pourquoi elle me demande de faire tout ce travail? Et en fait, j'ai compris qu'effectivement, une barrique neuve, Oui. au bout de 6 mois, elle a apporté toute la structure que l'on voulait. Mais si on poussait davantage, on irait vers l'extraction. On a des barriques de cognac. Oui. Et elles, c'est l'inverse. Elles ont besoin d'un peu de structure, etc. Donc l'idée, c'est Donc il y qu'on a vraiment un travail de précision en permanence. Sur le finish. En permanence. Là, ça, c'est notre premier single malt. Oui. On est sur 3 ans et demi d'élevage, et je pense qu'il y a déjà eu une dizaine de transferts. D'accord. L'idée, c'est que finalement nos whiskies ou nos new make soient prêts à déguster et soient à leur optimum en permanence. Oui. Et de les élever. Ça va être la différence entre si vous êtes en seconde et que vous bossez tout le temps et que vous faites un contrôle continu jusqu'au bac, Oui. avec l'idée de finalement dormir dans une barrique pendant 3 ans, et puis se réveiller et tout d'un coup arriver à faire des assemblages pour avoir un produit qui soit correct. Donc l'idée, c'est effectivement de faire des micro blends en permanence. Une chose aussi extrêmement importante pour nous. C'est ce que vous appelez, vous, l'élevage dynamique. Voilà. C'est en comparaison à des élevages en parallèle. Parce que moi, je connaissais le vieillissement dynamique, où effectivement, on fait vivre la barrique. Là, vous, c'est un élevage dynamique. Après, il y a peut-être d'autres termes pour le. Non, pas du tout, je pense pas. Pour le définir. Mais effectivement, vous avez soit des élevages où les barriques sont élevées en parallèle. Pendant 3 ans, elles vont rester dans les mêmes fûts, et puis à la fin, elles ne bougent plus. On va faire un blend et éventuellement un finish, ce que nous on fait pas. Ouais. Et donc 2 choses importantes. Un, c'est nos new make. On veut des new make qui soient très aromatiques. D'accord, c'est ce qui va marqué par plus de goût. Marqué par des notes de céréales. Oui. Mais on va aussi chercher des notes un peu fermentaires, avec donc c'est très marqué par des notes de pommes, de poire. On a quelques new make où on arrive déjà à avoir des notes de fruits rouges. Ça, c'est sur le travail avec les concentrations de sucre, les taux d'alcool et les températures de fermentation. Sur la pomme, la poire, est-ce qu'on peut parler d'ADN de votre whisky? On est dans cette direction. D'accord. On a fait plusieurs tests, et on s'accorde à dire que effectivement, on veut des new make qui soient vraiment très 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 marqués par le fruit. Ces fruits blancs dans les élevages vont plutôt partir sur et évoluer vers des notes de fruits exotiques. Parce que moi je fais le rapprochement, vous venez du monde du vin. Donc c'est la carte gustative de vos whiskies, de partir sur cet ADN poire pomme, parce que
c'est la carte gustative de la maison. Ça va être quoi qui va dénoter et démarquer Murat? Après, sur les profils, donc parce qu'on a appris sur nos goûts Oui. en même temps qu'on faisait nos élevages et nos distillations. Heureusement, on a des goûts convergents. Donc, ce qu'on aime, c'est déjà des gros aromatiques. Oui. On aime des produits qui sont plutôt puissants au niveau du nez. On aime la complexité. D'accord. D'où les multiples blends qu'on fait, les multiples assemblages et affinage et finish que l'on fait. Contrairement à nos goûts en vin, où on est très prudent avec le bois, oui. Finalement sur nos whiskies, on aime énormément ces notes assez boisées, plutôt marquées. On travaille avec des fûts qui ont été reconditionnés, qui ont été brûlés sur des chauffes américaines. Ça, on adore parce que ça va donner un côté très empyromatique, banane flambée, pâtissier, presque rhum raisin. On parle de Chartreux ou là, c'est plus pire, là. Pire. Ouais, là, c'est pire. Ouais. Ça, quand tu vis des barriques, t'as les morceaux de charbon qui. D'accord. Donc, c'est vraiment cramé. Ouais, c'est cramé. Ouais, c'est cramé comme des sagouins. Après, on trouve ça très joli sur le sagle parce que ça va renforcer le côté pâtissier. Donc, en gros, s'il y avait un style maison, c'est, des gros aromatiques. Ok. Ne pas avoir peur du bois parce qu'on a ces notes, justement tertiaires. Oui. Qui sont assez spectaculaires. Et ensuite, en bouche, on va quand même chercher, un côté très nappant, très enveloppant. Donc, même si notre single malt n'a que 3 ans et demi, oui. on a déjà une viscosité, une texture qui est surprenante. D'accord. Voilà. Et la touche finale, mais ça c'est Greta parce que moi je suis pas arrivé. Alors je précise que Greta c'est ma petite amie, notre qui vient aussi du monde du vin, bien évidemment. Et là où elle travaille énormément, en plus de la complexité, c'est la persistance aromatique. Oui. Et ça, c'est vraiment des ajustements. On est quasiment à 1 pour 1000, 2 pour 1000 dans les blends pour arriver justement à avoir cette. Donc c'est de la précision. C'est une mécanique de précision. Là, c'est la précision. Ouais. D'accord. C'est fabuleux. Moi, je me demande, est-ce qu'à un moment, quand vous avez créé votre whisky, votre rye, puisqu'on a effectivement cette double gamme, vous avez imaginé un plat qui pourrait aller et qui pourrait s'accorder avec votre spiritueux? En fait, c'est en permanence. On va découvrir des saveurs. La dernière, pour prendre un plat qui est de saison, c'était les derniers cèpes. Ah oui. Et donc donc ça c'était mon inspiration, un carpaccio de cèpes, parmesan, quelques pignons de pin, une olive de noix torréfiée d'Adèle, le moulin d'Adèle qui est à Murat, avec le single malt. Single malt avec le single malt et le single malt Murat avec l'umami des cèpes, des champignons, plus le côté un peu fumé de Murat single malt. D'accord. C'était un très joli accord. Bon, donc vous savez comment accorder le single malt avec un carpaccio de cèpes. Et si vous voulez, François vous le prépare en plus. Non? Voilà. Il faut juste la matière première. Ça a duré 15 jours, la saison ici, mais on s'est régalé. Ok. On va passer maintenant à une autre partie. On va aller voir l'alambic. Allez, on y va. Du coup, on se retrouve devant l'alambic de la distillerie, le Stoeffler. François, pour l'avenir, qu'est-ce que vous envisagez? De rester sur une continuité petite production ou vous envisagez d'aller plus loin dans la production de vos whiskies? Donc pour nous, la production, elle est déterminée par les volumes de céréales que l'on produit. Oui. On fait qu'on est sur entre 10-12 hectares par an. C'est des toutes petites productions parce qu'il y a aucun traitement et on a des rendements qui sont extrêmement limités. Ouais. Cette année, on a sorti 15 tonnes d'orge et 7 tonnes de seigle. Mais on table sur un potentiel de 25-30 tonnes par an et la production
des whiskies des domaines des hautes terres, ça sera globalement 20 000 bouteilles par 20 000 bouteilles. D'accord. Donc de prendre effectivement un essor et d'asseoir la distillerie dans le patrimoine des whiskies français. Ah, complètement. Oui, complètement. Avec c'est pas une priorité parce qu'on est ravis de notre single malt. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a une céréale locale, le seigle, qui est très ancré dans le paysage. D'accord. Et on souhaiterait à terme que notre rye, notre single grain, représente 50% de la production. Ok. Pourquoi un alambic Stoeffler parce que celui-ci fait 800 litres, chauffe à nu. Pourquoi vous avez choisi cet alambic plutôt qu'un pot style classique, comme nombre de distilleries, et qu'apporte le Serpentin dans le goût, dans les saveurs du whisky que vous faites, que vous réalisez? Est-ce que c'est ça qui donne ce caractère particulier à votre whisky Murat? La première chose pour nous dans le choix de l'alambic, et ça c'était un peu notre rapport d'étonnement quand on est allé en Écosse, oui, c'est que effectivement ils vont revendiquer une eau, mais ils vont aussi revendiquer leur alambic dans la définition et dans la personnalité du produit. Ce qui pour nous était en contradiction avec notre parti pris. Oui. Nous, on veut que ce soit le terroir qui s'exprime et on veut un alambic qui soit transparent par rapport à la matière première. Et on veut pas que ce soit la taille et la forme de l'alambic qui détermine le profil de nos new make et de nos whiskies. Donc la phase de recherche des alambics était très importante. On a regardé beaucoup d'Allemands jusqu'à ce que j'ai un copain qui est une magnifique distillerie au Vietnam qui se fout ouvertement de ma gueule en me disant arrête avec tes Karl et tes Holstein, on voit que ça, des mecs avec des barbes de 3 kilomètres. Et en général, ça c'est l'image d'Épinal quand même. Oui, et en général, c'est là où il m'a le plus touché. Il m'a dit, en plus, en général, c'est des gars qui ont des distilleries en ville. Oui. Alors que pour nous, la base du projet, c'est comme un vignoble, une distillerie se doit, entre guillemets, d'être à la campagne et d'être proche de son terroir. Donc, il m'a dit, essaye de regarder s'il n'y avait pas des alambics français. On a goûté ce qui sortait de Stoeffler. Oui. Et c'est pas qu'on a tout aimé. Oui, alors je le prononce très mal. Hein. J'ai pas l'accent alsacien. Mais c'est pas qu'on a tout aimé, c'est qu'on a tout compris. Oui. Quand on a goûté les distillates chez Stoeffler, on comprenait la matière première, on comprenait l'intention du distillateur. Et on était d'accord tout de suite avec Greta. C'est effectivement l'alambic qu'il nous fallait. Tout simplement parce qu'il était très transparent par rapport à la matière première. Ce qui voudrait dire, si je suis tout ça, c'est que en travaillant sur des petites quantités comme celui-là, 800 litres, on se rapproche plus du terroir et on met plus en avant le goût du terroir. Pour moi, c'est la caractéristique numéro 1 de cet alambic, c'est la finesse par rapport à la matière première. Oui. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. On avait trouvé l'alambic. La mauvaise nouvelle, sans compter le prix, c'était le délai. Oui. Donc, en attendant d'avoir notre propre alambic, on a distillé chez des copains qui avaient le même alambic. D'accord. Et là, on a découvert le deuxième secret, entre guillemets, de Stoeffler, c'est qu'en plus d'être précis par rapport à la matière première, ce qui nous était la condition sine qua non, parce qu'on voulait représenter le terroir de la ferme, c'est la magie de cette colonne. Parce qu'en fait, dans ce système de rectification, on passe notre temps à jouer sur le point d'évaporation des alcools, et 3-4 minutes après, on a le résultat en sortie. En bouche. C'est-à-dire que, effectivement, on peut l'avoir en bouche, et on passe notre temps à ajuster nos distillats en fonction de notre ressenti. C'était une autre question, puisque quelles sont justement les coupes de tête, de cœur, de queue, comment tu les fais? Est-ce que c'est au nez, c'est à l'instinct, c'est la machine? Comment on décide à un moment de couper? Une des particularités, parce qu'on a
très peu de formation sur la technique de distillation. Oui. Par contre, on cumule 50 ans d'expérience de D'expérience. dégustation. Je sais. Que ça soit en restaurant, en vente, etc. Parce qu'on vient tous les deux du monde du vin. Oui. Et pour nous, le ressenti de la matière est extrêmement important. Et avec Stoppler, on joue là-dessus. Donc, que ça soit les coupes, mais surtout les ajustements sur les cœurs en fonction donc c'est à la fois les niveaux d'alcool, c'est l'aromatique et c'est aussi énormément la texture. D'accord. Donc, parce que faut bien savoir que sur le whisky, on garde que le cœur. On élimine la tête, on élimine les queues. Oui, c'est un alcool fermentaire. Donc tout à fait. Et nauséabond pour la santé en plus. Oui. Comment ça fonctionne concrètement l'alambic, par où ça démarre et pour arriver à la sortie du liquide? Donc là, on est sur une, comme tu l'as dit, c'est une chauffe directe. Donc c'est plutôt rudimentaire entre guillemets, mais on aime bien Il faut que quelqu'un entretienne le feu. Oui, il y a des petits petites mains. Il y a des petits lutins qui entretiennent le feu. Donc c'est une chauffe à gaz, chauffe directe. Ensuite, il y a la culotte qui permet aux vapeurs de chauffer le pot still. D'accord. Effectivement, les vapeurs s'évaporent par ici. Donc en fait, on va gérer là la puissance du feu. D'accord. Donc au départ, c'est plutôt fort. Et ensuite, c'est une énorme bouilloire. C'est une énorme bouilloire. Et ensuite, ça va nous permettre de conserver la pression pour que les vapeurs puissent passer à travers la colonne de rectification. D'accord. Donc ça passe ici, ça redescend là. On se retrouve ici dans la colonne. Oui. Et ce qui est unique dans la colonne, c'est que au lieu d'avoir des plateaux avec des phénomènes d'évaporation, de condensation, et où les vapeurs sont obligés de passer dans les condensats. Oui. Donc, d'après le fabricant, finalement, il y a des contaminations puisque les vapeurs sont obligées de passer dans les condensats qui ont été rejetés. Là, c'est un maillage en cuivre du haut jusqu'en bas. Il n'y a pas ces phénomènes d'évaporation, condensation. En fait, le bon monte, le mauvais reste en bas. Oui. Et je pense que c'est l'une des colonnes les plus précises au monde. Au monde. N'ayons pas peur de le dire. Voilà. Ça monte là-haut donc et ça retombe. Et ensuite là, vous avez un serpentin de 40 mètres dans de l'eau. Dans la cuve. Et là, on va. Et l'alcool sort ici. Et l'alcool sort ici, exactement. Et donc on a juste avec cette petite molette. Alors on a juste ici sur la pression, parce qu'il faut suffisamment de pression pour que la colonne soit efficace. Et avec cette molette, on va ajuster la température d'ébullition. Donc on va garder le taux d'alcool sur lequel on s'est fixé, mais surtout on va ajuster et faire des micro-réglages pour jouer sur la texture. Ok. Du coup, on parlait tout à l'heure de l'évolution des différents whiskies et de la distillerie. Je crois que tu as quelque chose à présenter, un brut de fût, c'est ça? Oui, ça c'est notre première édition spéciale, donc c'est une édition limitée à 450 bouteilles, 451. Ah oui. C'est une barrique. En fait, il y a 6 mois dans une barrique neuve, et ensuite on a fait un transfert dans une barrique de cognac. Donc on peut pas dire que c'est un single cask parce qu'il y a eu 2 barriques. D'accord. C'est pour ça qu'on a appelé Cask Edition, et c'est un whisky qu'on a mis en bouteille à son degré naturel. D'accord. Commercialisé ou pas encore? Oui. Ça y est, c'est parti. On est à 63,1 degrés. C'est un joli bébé. C'est un joli bébé, mais je te propose de le goûter et tu vas voir. Bon, bah alors, si je suis forcé, moi, c'est ce que je préfère, la dégustation. Il faut que je garde raison. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez toujours avec modération. Faites très attention. Donc il y a une part de provocation dans le fait de sortir un whisky non réduit qui est très jeune, parce que j'entends encore ces histoires de compte d'âge, ça n'a pas 12 ans, ça n'a pas 20 ans, etc. On part du principe, notamment avec cet alambic, que la valeur n'attend pas le nombre des années. Tout à fait. Et que ça peut être très bon, très jeune. Oui. Et inversement. Donc on a trouvé cette barrique assez spectaculaire. On a 3 barriques comme ça où la magie a déjà opéré. Celle-là, c'est la plus prête à boire. Il y a de très très belles notes qui s'en dégagent. Moi, j'ai de la fleur d'oranger qui en ressort. Je sais pas pourquoi.
C'est ce que je ressens immédiatement, c'est ce que ça appelle. Alors. Je te laisse faire tes commentaires, je vais pas t'influencer. Ah non, pas du tout, tu m'influences pas. C'est toi qui dois me parler de ton produit. Oui, on va retrouver ce côté très gourmand au nez. Les céréales sont toujours là. La barrique neuve a apporté de la structure. Donc, on sent que le whisky est Les assis. épices sont très, très belles. On est sur un poivre blanc. C'est puissant. C'est puissant, c'est riche, c'est très nappant. Oui. Il y a pas le côté très gourmand. Une persistance aromatique, moi, que je trouve assez spectaculaire, parce qu'on est à plus de 30-40 Caudalie là-dessus. J'aime bien la finale avec des notes de chocolat blanc. Un peu, effectivement, il y a ce côté orange blossom. J'ai oublié comment on dit en français, ça y est. Non, on dit orange blossom. Fleur d'oranger. Et effectivement, la note d'épices. Il est délicieux. Alors, non dilué, parce que j'ai pas de petites gouttes d'eau à mettre dedans. Mais ça, c'est pas grave. Moi, je l'apprécie de toute façon à force brute. C'est délicieux. Franchement, un véritable petit orfèvre. Merci. On va continuer notre dernière partie de la visite de la distillerie. On va se rendre à la pièce de réception. Oui, de la tasting room, oui. On va aller déguster quelques. Et on va effectivement faire les accords fromage et whisky, ceux que vous attendiez depuis le début, peut-être, je sais pas sûr. Et on va aller découvrir quelques fromages que j'ai sélectionnés, qui accompagnent parfaitement le whisky Murat dans sa structure, que ce soit en similitude, que ce soit en complémentarité, que ce soit en contraste. On va aller jouer effectivement avec quelques fromages, avec un bon pain aussi qui a été choisi à la boulangerie. Oui, des céréales locales. Et en plus, céréales locales. Allez, c'est parti. On passe à l'autre partie.